Madame, Monsieur, bonsoir. Stress et gouvernance hydrique au menu de questions d'actu ce soir. L'actualité, c'est ce rapport BLC Intelligence, selon lequel le Maroc est pionnier en Afrique du Nord en termes de dessalement d'eau de mer. En effet, dans la région et avec 20 stations à l'horizon 2030, le Royaume est en passe de devenir le premier pays à asseoir de tels projets innovants. L'actualité, c'est aussi cette super performance du Royaume dans le classement Easy Fruit. Le Maroc est ainsi classé 3e exportateur mondial de tomates. Et ce n'est pas tout. Les framboises, myrtilles et autres fruits rouges marocains ont également le vent en poupe à l'international. Sans oublier l'avocat dont les exportations ont triplé en 4 ans seulement. La production d'1 kilo d'avocat nécessite 700 litres d'eau. Nous en avons exporté 35 000 tonnes de juillet à janvier. Au vu de ces prouesses, les objectifs du plan Maroc vert sont ainsi largement dépassés. Mais quid d'un plan Maroc bleu? Où peut-on préserver nos ressources et en même temps maintenir notre place de fournisseur mondial de renom en fruits et légumes et autres produits très aquavores? Les ressources en eau fondent comme neige au soleil, tandis que les forages de puits accélèrent. Selon le ministre de l'Eau, seulement 10% des 372 000 puits répertoriés au Maroc sont légaux. Dans la question qui s'impose donc, c'est quelle gouvernance pour l'eau? Comment inverser l'approche de l'offre vers la demande? Pour le débat de ce soir, je reçois d'abord sur le plateau Akram El Harraqi. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes architecte paysagiste, mais surtout expert plutôt international en planification et membre fondateur du Comité International Climate Change Task Force. Et vous êtes l'auteur de la vision Maroc bleu. Vous allez nous en parler un peu plus tard. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Et par Skype se joint à nous Madame Houria Tazi Sadr, juriste et présidente de la coalition marocaine pour l'eau. Bonsoir Maître Tazi Sadr et merci à vous également de vous joindre à nous. Merci à vous de partager cette émission avec moi et puis bonne fête à tout le monde. Merci, bonne fête à vous aussi. Et nous avons également avec nous professeur Mohamed Sinan. Il est expert en ressources en eau et changement climatique. Bonsoir professeur Sinan. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Eid Mubarak Saïd. Merci à vous de l'accepter. Eid Mubarak à vous également. Et je vais commencer justement avec vous professeur Sinan et parlons d'abord de cette demande mondiale qui augmente et qui va certainement augmenter au cours des prochaines années. Cette croissance rapide va de pair avec la croissance aussi de la démographie mondiale, ce qui entraînera naturellement une augmentation de la consommation d'abord des personnes, des populations, mais aussi des exploitations agricoles. De plus en plus de personnes vont vers les villes, ce qui va exercer davantage de pression sur l'approvisionnement de celles-ci en eau. Et selon le World Resource Institute, sur les 167 pays recensés dans son classement, d'ici 2040, 33 pays seront confrontés à un stress hydrique extrêmement élevé et le Maroc fait partie de cette catégorie. Professeur Sinan, qu'est-ce qui nous a mené vers cette situation où l'on se dirige vers cette situation de stress hydrique extrême? Oui, donc cette augmentation des besoins en eau était prévisible depuis longtemps. Donc la population augmente, ses besoins augmentent. Par contre, les ressources diminuent dans le bassin, en tout cas dans le bassin de la Méditerranée. Et toutes les projections effectuées au niveau national et international confirment ça. Vous avez donné comme exemple l'Institut des ressources naturelles des États-Unis, donc qui a prédit la situation des pays qui vont avoir, ou la cartographie des pays qui vont connaître un stress hydrique à l'horizon 2040, et le Maroc en fait partie, bien sûr. Les études qui ont été faites au Maroc et auxquelles nous avons donc contribué ont confirmé ça depuis bien longtemps. Donc, ce n'est pas du tout une surprise.
Bon, au Maroc, si on parle que du Maroc, la population depuis l'indépendance a été multipliée par 4, ce qui fait donc ce qu'on appelle le capital eau par habitant, c'est-à-dire c'est le rapport entre les ressources disponibles sur le nombre d'habitants, donc a été divisé aussi par 4. Donc on était à 2600 mètres cubes par an par habitant. Actuellement, on est à 650 mètres cubes par an par habitant, donc c'est mathématique. Donc c'est pas quelque chose qui n'était pas prévu. Donc la population a augmenté, le volume par habitant a diminué. Mais ce qui a accentué le problème au niveau du bassin méditerranéen, le Maroc, les pays du Maghreb, l'Europe du Sud, etc. Donc, c'est cette baisse des ressources en eau qui a été observée depuis plusieurs décennies, qui est donc la conséquence des changements climatiques. Donc, tout ça, c'est pour ainsi dire, est prévu. Bon, maintenant, les pays, la plupart des pays, en tout cas de notre région, ne sont pas restés sans rien faire. Donc, ils ont fait des études, ils ont fait des prévisions, ils ont fait des planifications. Et donc, ils ont travaillé sur des solutions pour faire face donc, à cette baisse des ressources en eau en mobilisant un certain nombre de ressources, en réalisant un certain nombre d'actions et d'ouvrages que probablement donc, on va détailler lors de notre débat. Très bien. Maître Tazi Sadr, alors on parle bien sûr de la situation au Maroc et d'ailleurs le diagnostic a été rappelé par le souverain lors de son discours à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire, c'était en octobre dernier, je cite Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc vit une situation de stress hydrique structurel. Un commentaire déjà sur cette nature du stress hydrique au Maroc. Écoutez, je voudrais juste entre parenthèses vous faire part d'une théorie dont l'écho se fait grandissant, c'est que nous appréhendions tous l'augmentation de la population mondiale et on parlait du 9 milliards de personnes à l'horizon 2030. Apparemment, la population risque plutôt, à partir de 2040, de régresser. Et donc, ce spectre de la population de 9 milliards et 10 milliards commence à être abandonné. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? En tout cas, pour les parts d'eau à partager au niveau mondial, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, par rapport à la question de l'eau, écoutez, je me demande, vous savez, on a fait plusieurs émissions, même avec vous. On a abordé un certain nombre de questions, notamment les quantités d'eau, les solutions techniques, l'importance de la question de l'eau dans notre pays. Et grâce à Sa Majesté, le fait de l'avoir érigé à travers ses discours en priorité des priorités, je pense que nous avons fait du chemin. Les solutions existent. On a compris énormément de paradigmes et la nécessité de les faire évoluer. Mais je crois que le temps est venu d'avoir un véritable débat politique autour de cette question et de poser un certain nombre de problématiques que nous vivons, non pas pour faire des rectifications secteur par secteur de manière isolée, mais de repenser la question. Je ne dis pas que rien ne se fait, je ne dis pas que les choses n'évoluent pas, attention, mais je pense qu'aujourd'hui, dans la mesure où cette question de l'eau a un impact important sur l'économie, sur le développement, sur la sécurité alimentaire, sur la santé, etc., d'avoir un véritable débat politique et d'avoir une vision pour améliorer nos systèmes agricoles, mais aussi expliquer ce qui se fait au niveau national en termes de modification, de révision de la gouvernance de l'eau, car vous savez que la loi a été adoptée la semaine dernière, qui consiste à créer un mécanisme par région
qui va avoir pour tâche de regrouper l'ensemble des acteurs, région par région. Mm. Et donc, 2 régions vont être mises à expérimentation bientôt. Et cela nécessite des explications, nécessite de l'information pour, si vous voulez, faire accepter ce genre de changement, parce qu'il concerne un grand nombre de personnes actives et de personnes physiques et morales dans le domaine de l'eau. Je pense que c'est important d'avoir ce débat. On l'avait eu ce débat. Oliette Aziz Sadr, vous avez parlé de plusieurs départements, mais le seul que vous avez cité, c'est l'agriculture. Et j'ai envie de vous dire, cela coule de source parce que effectivement, c'est le secteur qui draine et brasse le plus gros volume des ressources en eau. Ma question, parce que vous avez parlé de ce débat public, la question qui se pose, c'est d'harmoniser entre tout ce qui est conception et pratique. D'autant plus que l'année, et selon Nizar Baraka, ministre de l'Équipement et de l'eau, juste je termine si vous le permettez, l'année 2022 a été la plus sèche depuis 1945. En face, nous avons eu une super performance de l'exportation de la tomate en 2022, soit une augmentation qui est inédite de 17% des exportations de tomates. Il y a une question à se poser. Si c'est l'année la plus sèche, comment ça se fait qu'on ait fait une aussi bonne récolte, entre guillemets, et surtout d'un fruit qui consomme autant d'eau? Pareil pour l'avocat, pareil pour les fruits rouges. Donc vraiment, là, il y a une grande question, parce que vous avez parlé de départements, de différents départements et de leur usage de l'eau, mais finalement, il y en a un en particulier et qui est concerné par cette question de gestion de l'eau et gouvernance de l'eau, c'est l'agriculture. Oui et non. L'agriculture, j'y arrive. Quand je dis un vrai débat politique, c'est pour justement penser en termes de système et passer de cette réflexion par îlots séparés à une réflexion holistique, globale, mais de ne pas s'arrêter à la réflexion et aux solutions, mais de réfléchir de manière précise sur 2 étapes ou 2 séquences qui posent problème aujourd'hui. C'est la manière d'opérationnaliser les décisions et les programmes, mais aussi les possibilités à mettre en œuvre pour contrôler la mise en œuvre. Vous parlez de tomates. Bon, Qui sait, les moyens de mettre en œuvre pour contrôler, déjà, ne serait-ce que pour le goutte à goutte. Enfin, il y a tellement à dire dans ce chapitre de contrôle et de mise en œuvre. Oui. L'autre point que je voudrais quand même signaler, ce qui n'est pas négligeable, c'est que depuis quelque temps, on entend parler de sécheresse dans des pays qui habituellement étaient des pays d'abondance. Je cite, pour ne donner comme exemple que des pays auxquels nous sommes familiers, que nous connaissons bien, la France, l'Espagne de plus en plus. Oui, mais l'Espagne a pris le taureau par les cornes et a érigé la question de l'eau comme question souveraine. On parle aujourd'hui de souveraineté hydrique en Espagne. J'y arrive. Alors, ce qui est important, quel est l'impact de cela? C'est que, contrairement à ce qui s'est fait à Rio au début des années 90, lorsque la communauté internationale s'est réunie pour adopter la Convention cadre sur les changements climatiques et sur la biodiversité, eh bien aujourd'hui, je pense que la question de la sécheresse et des problématiques de l'eau se mondialise. Et l'un des impacts de cette mondialisation, c'est que, après 50 ans de silence, les Nations Unies ont organisé une grande conférence en mars dernier dédiée à la question de l'eau, parce que ça devient une question importante pour l'ensemble de la planète, et la prise de conscience, elle est planétaire. Merci. Très bien. Alors que depuis Rio, l'Afrique n'arrête pas de crier « l'eau pour nous est importante ». À la veille des COP 26, quand les pays ont élaboré leurs INDC, l'Afrique a bien montré que la priorité des priorités, c'était l'eau suivie de l'agriculture, puis de la santé. Bien, jusque-là, il
il y a eu ce silence de la part des Nations Unies. Et ça, il faut le signaler. Donc, je pense que... Oui, mais c'est aussi aux États de prendre les choses en main. Si vous le permettez, Maître Tazi Sadr, je voudrais juste poser une question, puisque vous avez parlé des autres pays. Akram El-Haraki, vous êtes penché sur la question, vous êtes donc d'ailleurs l'auteur de cette étude sur cette notion de Maroc bleu, c'est cela? Absolument. Alors, on parle du Maroc. Si on faisait un benchmark en termes de gestion du stress hydrique au Maroc par rapport aux autres pays, un mot là-dessus. Le premier élément, ce qui est important, c'est, je rejoins Madame Houriet Sadek sur le fait que la sécheresse en tant que telle est aujourd'hui un véritable fléau planétaire. Il ne s'agit plus de voir certains pays qui ont l'habitude d'avoir de l'eau. Tous ont eu des hivers extrêmement doux, y compris nos voisins en France, en Espagne. La question est comment allons-nous pallier à cette problématique? Tant que nous aurons des actions qui seraient basées sur une potentielle pluviométrie, nous serons dans l'erreur, dans la mesure où la pluviométrie ne fait que de baisser. Et ça, il s'agit de tous les pays au complet. Donc, ce fléau international, c'est vrai que Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a répété dans la plupart des derniers discours avec insistance sur les instructions par rapport aux acteurs locaux. Et nous sommes très heureux de constater que la plupart des acteurs locaux, en effet, se sont penchés sur la question. Et on ne parle pas uniquement du ministère de l'Agriculture. Quand bien même le ministère de l'Agriculture, son besoin en eau représente 86% de ce pays. Donc il faut prendre en considération l'agriculture comme étant un des pôles centraux, mais aussi l'habitat et l'urbanisme. Tous les acteurs tels que l'ONEP, l'Agence nationale du bassin hydraulique, tous ces acteurs-là ont entrepris de nombreuses actions à l'échelle du Royaume suite à cet appel. Mais aujourd'hui, la situation est d'une gravité tellement extrême, surtout pour le pays, dans la mesure où vous avez mentionné le World Research Institute. Nous sommes en fait classés 19e en 2015. Aujourd'hui, nous sommes 20e. Donc, on peut se dire, oui, nous avons perdu une place, ce qui est tant mieux. On ne veut pas être dans ce top 33. Mais il faut voir les autres pays aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelles sont les actions qui ont été entreprises? Et on se rendra très vite compte qu'en fait, la solution au stress hydrique, ou même à la crise hydrique, appelons-la comme on doit l'appeler au Maroc, la solution à la crise hydrique, elle est systémique, mais elle est surtout une question de vision unifiée et globale à l'échelle du pays. C'est-à-dire qu'il faut que tous ces acteurs qui ont contribué, qui continuent de contribuer à pallier à ce problème, agissent dans une concertation globale et qu'au-delà d'avoir des actions par région, il faut des actions à l'échelle nationale. En fait, ça dépend. Il y a ceux qui, effectivement, vont dans ce sens, qu'il faut une stratégie nationale, et d'autres qui disent que chaque région a ses nécessités et spécificités en termes hydriques. C'est ça. Professeur Sinan, peut-être un commentaire sur l'approche la plus idoine. Est-ce qu'il faut effectivement des stratégies nationales émanant du centre, donc centralisées, ou plutôt décentralisées et régionalisées? En fait, le Maroc constitue vraiment un exemple parce qu'il fait les deux en même temps. Et je veux m'expliquer. Il y a le plan national de l'eau qui donne les grandes orientations au niveau national. Oui. C'est-à-dire donc la poursuite du développement ou de la mobilisation des ressources en eau conventionnelles, classiques, à travers la construction des barrages, la recherche des nappes qui ne sont pas encore connues, etc. C'est les ressources en eau non conventionnelles. Donc la poursuite, c'est des orientations qui doivent se faire au niveau de l'ensemble des régions du Maroc. Le développement des ressources en eau, cette fois-ci, non conventionnelles, c'est-à-dire le dessalement de l'eau de mer, la déminéralisation des eaux saumâtres, c'est des eaux continentales, mais qui ont une tolérance importante, ce n'est pas des eaux de mer, l'épuration et la réutilisation des eaux usées, et très important, et on est en plein dedans, c'est le transfert d'eau entre bassins excédentaires vers les bassins déficitaires, la recharge artificielle des nappes. Ça, c'est des grandes orientations qui sont prises en compte au niveau des différentes régions, les régions hydrauliques. Alors, donc, j'ai parlé du plan national de l'eau. Il y a ce qu'on appelle les plans régionaux, plus précisément, ça s'appelle les PTER, sont connus par l'acronyme PTER,
plan d'aménagement intégré des ressources en eau par bassin hydraulique. Donc, il y a le bassin du Locus, le bassin du Sébou, le bassin de Saint-Cyr, etc. Donc, chaque bassin, c'est le territoire naturel d'étude des ressources en eau, parce que les eaux tombent dans un territoire qu'on appelle les bassins hydrauliques, et tout se fait à l'intérieur de ce bassin hydraulique, indépendamment des frontières administratives entre provinces, wilayas, etc. Et c'est ce qui se fait au Maroc depuis les années 80, ce plan directeur. Ce plan directeur, donc, qui est actualisé tous les 10 ans à peu près, et quand j'ai dit actualisé, c'est vraiment actualisé sur tous les plans, y compris les données mesurées sur le terrain. Alors, quand vous dites données mesurées sur le terrain, comment mesure-t-on ce qu'on prélève réellement en termes de ressources, notamment souterraines? Je veux vous répondre, mais si vous permettez, je termine juste mon idée. Parce que vous avez parlé de données, c'est là où le bas blesse, parce qu'on ne dispose pas de réelles données. Je peux vous répondre si vous voulez, après je continue pour que l'idée ne parte pas. Ce qui vous arrange. Alors, je préfère continuer un peu la planification au niveau régional, mais c'est très rapide, c'est même pas une minute. C'est ce plan directeur qui se base sur les données actualisées et qui fait des scénarios, des projections des ressources en eau dans l'avenir. Notamment, on est disons, ça a été fait vers 2020, et c'est des terres qui sont vers 2050. C'est-à-dire ce qui va se passer d'ici 2050. Tout ça est étudié, tout ça est analysé, et tout ça se fait par modélisation, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'on modélise les besoins en eau du Maroc, à travers donc l'augmentation de la population, comment il va augmenter. Quels sont les projets prévus par le secteur agricole et quels sont leurs besoins en eau? Quels sont les projets prévus par l'industrie et quels sont leurs besoins en eau? Quels sont les projets prévus par le secteur touristique et quels sont leurs besoins en eau? Et tout ce monde se met autour d'une table pendant plusieurs mois. Moi, j'y ai participé à plusieurs plans directeurs, je sais ce que c'est. Et c'est là que, entre guillemets, les négociations se font. On satisfait qui et de combien, à hauteur de combien, de 100%, de 50%, en fonction des ressources en eau disponibles. Et une fois que tout le monde se met d'accord, donc ça, c'est le plan directeur, et on définit les ouvrages à réaliser pour satisfaire ces besoins à différents horizons, en 2030, en 2040 et en 2050, et bien sûr, on prévoit aussi les budgets nécessaires. Vous voyez, donc il y a une planification au niveau national, le plan national, mais qui est décliné donc au niveau régional, au cas par cas. Donc, toutes ces régions, ils ont leur plan directeur qui a la force de loi. Et donc, on passe à l'application. Il y a une nouveauté, cette fois-ci, donc qui date de quelques mois, c'est que ces plans directeurs, donc le pilote, c'était les agences de bassin hydraulique avec les différents secteurs, mais cette fois-ci, il y a un nouveau membre qui est venu donc s'inviter, et heureusement, qui est le comité de bassin, qui est une sorte de parlement de l'eau de la région, dans lequel il y a plusieurs membres qui sont élus par leur pairs, selon donc la loi 3615, définit la fonction de chacun, et ou bien les représentants de l'administration. Et bien sûr, il y a aussi donc les ONG, les universités, etc. Cette demande a été réclamée par tout le monde depuis plusieurs années. Et maintenant, on voit la concrétisation. Les conseils de bassin ont été mis en place. Donc voilà pour répondre à votre question. Maintenant, pour revenir à l'autre petite question, pas petite, c'est-à-dire au sein de ce système, la question des données. Les données, comme sûrement vous savez, madame, toutes les données relatives aux ressources en eau sont mesurées en continu. Depuis l'indépendance, bien sûr, les choses se sont améliorées depuis. Avant, c'était un peu, mais de plus en plus, et après les systèmes informatiques, des mesures automatiques, etc. Par exemple, les apports d'eau au barrage. C'est pas des chiffres qui sont inventés, c'est des chiffres qui sont mesurés. D'ailleurs, en parlant de ça, on est à un taux de remplissage de 32%, un peu moins de 32% cette année, un taux moyen. Aujourd'hui, j'ai vu sur la plateforme, on est exactement à 33,53%. Exactement. J'ai vu sur le site correspondant. Donc, disons 33%.
Donc, les Donc mesures pour sont les faites barrages, pour les barrages, c'est sûr, et effectivement, ce sont des chiffres qui sont publiés par le ministère de l'Équipement et de l'Eau régulièrement. Mais qu'en est-il des autres ressources, professeur Sinan? Oui, donc je continue. Ça, c'est les barrages. Alors, il y a les eaux souterraines. Aussi, les eaux souterraines, chaque agence de bassin hydraulique, qui est la représentante, c'est l'entité représentante du ministère de l'Eau dans la région hydraulique, elle a un programme annuel, elle a un budget annuel qui arrive chaque année pour faire le suivi des ressources en eau. C'est-à-dire, c'est les débits qui passent dans les rivières pour voir combien ils passent dans différentes stations. Et c'est à partir de ces mesures, justement, qu'on calcule quel est l'apport moyen qui va arriver au barrage, ou bien qui arrive au barrage. Et on le vérifie au niveau du barrage. Et on fait la différence. Si ça correspond, ce qui est tombé, ce qui est arrivé dans le cours d'eau est arrivé au barrage, donc tout le monde est content. Mais par contre, s'il y a une différence, c'est qu'il y a une partie est partie quelque part. Si les mesures dans les quelque part. Donc, il faut chercher où est-ce qu'il est parti. Il y a aussi donc les niveaux des nappes. Les niveaux des nappes, il est fait depuis régulièrement, mais très régulièrement, une fois par mois. J'étais à l'administration de l'hydraulique, comme j'ai toujours dit, moi je suis un cadre, un ex de l'hydraulique, donc je sais ce que je dis. Et donc les cartes sont actualisées régulièrement. La qualité de l'eau, etc. Mais ça ne veut pas dire que tout est parfait. Le point, disons, le plus difficile à contrôler ou à préciser, vous les prélèvements d'eau dans les cours d'eau, et dans les nappes. Parce que, comme tout le monde le sait, il y a des prélèvements illégaux. Bien sûr, on ne peut pas tout contrôler. Et la déclaration de Monsieur le ministre qui a été faite dernièrement et que vous avez cité tout à l'heure sur l'inventaire des points d'eau. Donc, j'avais noté effectivement que 10% répertoriés. 10% répertoriés. Bon, alors c'est pour ça que je me pose la question, parce que même si l'État, et je me dirige vers Maître Tazi Sadr, vous êtes juriste, si l'État arrête ses subventions, est-ce qu'il n'est pas temps aussi que l'État interdise certaines cultures agricoles qui consomment beaucoup d'eau? Parce que, ou tout simplement les déloger vers des bassins qui ont plus d'eau que d'autres. Effectivement, ce fut le cas pour la culture de la pastèque, qui est aujourd'hui interdite dans les oasis. D'ailleurs, c'était une aberration pure et dure. Mais est-ce qu'il n'est pas temps plutôt, et il n'est pas très tôt d'ailleurs, que l'État intervienne pour interdire, pas pour arrêter des subventions, parce qu'in fine, le producteur n'a pas réellement besoin de subventions s'il pompe l'eau. Je parle ici de producteurs d'avocats ou d'autres fruits et légumes. Rapidement rebondir sur la question de la gouvernance et la question des données, et puis je répondrai à votre question si vous permettez. La question de la gouvernance aujourd'hui... C'est un exemple de gouvernance, ces puits illégaux. Monsieur professeur Sinan a raison de dire que le Maroc fait les deux, mais on ne conteste pas le fait que la loi prévoit des mécanismes très intéressants, etc. Mais aujourd'hui, vu la difficulté, pour améliorer, non pas pour critiquer, c'est intéressant de déconstruire un certain nombre de modalités d'élaboration de ce que nous faisons pour voir où on peut améliorer, c'est-à-dire qui élabore le plan national de l'eau, qui contribue à cette élaboration, pourquoi le Conseil supérieur de l'eau et du climat, qui normalement devrait le valider, ne s'est pas réuni depuis 2001, etc. Il y a des améliorations à faire. Et tout à l'heure, j'ai moi-même dit que le Maroc est reconnu pour son expertise, il est reconnu par tous les efforts qu'il fait, surtout si on compare les potentialités que nous avons et les résultats auxquels nous arrivons. Il nous manque quand même des données en termes de données, il nous manque des données dans certains domaines. C'est est-ce qu'on a les vraies données en réutilisation des eaux usées? Moi, j'ai assisté à une conférence au forum qui était un pré-forum de la conférence des Nations Unies à l'UNESCO, et les chiffres avancés par Madame la directrice de l'UNESCO, c'est que nous connaissons à peine
au niveau mondial 2% des eaux souterraines, parce qu'il y a les nappes phréatiques, mais il y a les eaux souterraines. Et aujourd'hui, tout le monde réfléchit à ces eaux souterraines qui pourraient être une solution dans la mesure où il y a de l'eau à exploiter dans cette partie de la planète. Voilà, donc il y a toujours, et vu les problèmes de sécheresse que nous avons besoin d'exploiter chaque goutte d'eau qui existe là où elle existe et d'économiser au maximum et avec parcimonie ce que nous avons comme eau aujourd'hui utilisée. Là, ce sont deux aspects. Maintenant, est-ce que l'État peut interdire? Ben, écoutez, moi, je pense qu'il ne faut pas interdire des cultures, mais il faut avoir une réflexion globale, comme disait Monsieur Akram, c'est ça, systémique, oui, sur le secteur agricole en termes simplement d'emplacement des agricultures. C'est ça. Pourquoi l'agriculture, il ne s'agit pas de ne pas le faire, pourquoi on plante certaines choses là où il n'y a pas d'eau? Pourquoi? Est-ce qu'il y a un moyen de modifier, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, et comment mutualiser les efforts, etc. Il y a une vraie réflexion à avoir aujourd'hui, je pense. Il va y avoir le salon de l'agriculture bientôt, je pense la semaine prochaine. J'espère que l'occasion sera donnée pour réfléchir. Mais réfléchir tout cela en dehors, comme l'a dit Sa Majesté, du mandat politique, du discours politique au sens politicien du terme. Et je me demande si aujourd'hui il n'est pas temps, et on parle beaucoup de cette agence, d'avoir un organisme indépendant qui coordonne les politiques de l'eau dans notre pays. Effectivement, un organisme indépendant induit aussi qu'effectivement, il y aura continuité de stratégie tracée par tel ou tel exécutif ou tel ou tel les redondances. ministre. Et pour finir, nous avons organisé récemment avec Banque El Maghreb, que je remercie ici, une réflexion sur les questions de financement et d'investissement. Et l'année dernière, à la même époque, nous avons fait une grande rencontre où nous avons invité, en partenariat avec la CGM, tous les patrons des secteurs de l'économie, tous secteurs confondus, pour impliquer davantage les opérateurs, parce qu'il y en a qui sont dans le service de l'eau, mais il y en a qui ont besoin de la sécurité hydrique. Mais en même temps, pour leur expliquer qu'ils ont une responsabilité également dans les usages qu'ils font de la question de l'eau. Et en termes de financement et d'investissement, je pense que le secteur, je ne vais pas dire qu'il est capitalistique, mais il demande beaucoup de financement. Pourquoi le financement marocain, l'écosystème des financements et des investissements marocains ne s'implique pas dans ce domaine? Et puis enfin, nous sommes en train de réfléchir à un débat et sur les contrôles à opérer et sur les assurances, parce qu'on risque aussi d'avoir des inondations à cause du changement climatique. Et là, il y a des victimes. Et je finis avec une idée qui m'est très chère, parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, elle est faisable, puisque le Maroc se déclare comme État social. Eh bien, je pense que dans les données, il n'y a pas que les données techniques et les données reliées aux quantités d'eau, mais il y a aussi les données sociales pour mettre face à face et ce que nous avons et réellement les données sociales pour avancer sereinement vers la gestion des demandes de l'eau. Akram Harraqi, dans le cadre de la Vision bleue, dont vous êtes l'auteur, et vous parlez de nouvelle gouvernance. Oui, alors juste quand on parle de nouvelle gouvernance, il est important de mettre à plat certaines informations de base. Vous avez parlé de données. Oui. Aujourd'hui, nous n'avons pas de données pertinentes sur notre santé hydrique. Et ça, c'est la base. Si on veut savoir comment est-ce que l'on se positionne à l'échelle du royaume et dans quelle direction nous allons, la première chose, ce serait définir comment nous établissons notre santé hydrique. Au jour d'aujourd'hui, on se concentre sur le taux de remplissage des barrages. Mais nous le savons tous, c'est une donnée qui est complètement erronée, qui nous induit en erreur dans nos actions.
pour la simple et unique raison que certains barrages sont complètement remplis tout le temps, d'autres sont complètement vides tout le temps, et nous arrivons à la moyenne que vous avez mentionnée, qui est de 32%. Ça, c'est le premier élément, l'indicateur de santé hydrique. Deuxième élément, qui est aussi tout aussi important. Ne serait-ce que par région, en fait. Parce qu'il y a des régions qui se portent mieux du coup que d'autres. Il faudrait que l'indicateur puisse être simple. Oui. Le Royaume du Maroc, comment est-ce qu'on se positionne? Voilà où on en est aujourd'hui et voilà vers où on va. Donc il faut un indicateur précis qui soit... l'un des rares indicateurs qui pourrait être le plus précis aujourd'hui, c'est celui qui nous permet de répondre à ce dérèglement climatique, à savoir quelle est la capacité de recyclage d'eau, de réutilisation des eaux de pluie de surface. Il y en a une quantité extrêmement énorme au Maroc. Si nous prenons justement l'indicateur de la pluviométrie en janvier, le taux de remplissage était à peu près à 26%. Aujourd'hui, nous sommes à 33%. Les premières pluies de janvier, il a fallu simplement de 6 journées de pluie pour avoir une quantité d'à peu près 60 à 70 mm de pluie. Il faut savoir ce que ça représente. 1 mm veut dire 1 litre par mètre carré. Nous avons des infrastructures à l'échelle du royaume toutes ces infrastructures routières sont déjà canalisées, on récupère toute cette eau. Cette eau est directement rejetée en mer. Elle est pré-traitée, elle est rejetée en mer. C'est une eau, comme a dit Mme Horiatazi, il faudrait que chaque goutte d'eau compte, en fait, dans notre situation. Et ça m'amène au deuxième élément qui est primordial, définir l'eau en soi. Nous n'avons pas qu'une seule typologie d'eau, nous en avons plusieurs. Nous avons, certes, ce qui a été mentionné, le dessalement, mais je tiens à mettre un petit bémol primordial sur le dessalement, qu'on enlève les idées préconçues sur le dessalement. Il faut savoir que quand on exerce du dessalement, c'est une substance de sel assez importante qui est extraite par des systèmes d'osmose inverse et qui est rejetée en mer. Ça s'appelle de la saumure. Cette stratégie du dessalement est aussi discutée aujourd'hui dans l'Organisation des Nations Unies. Ils ont une entité subsidiaire qui gère les questions de l'eau à l'échelle planétaire. De nombreux pays qui se sont lancés directement dans les stations de dessalement voient aujourd'hui leur impact. Vous avez l'Arabie Saoudite. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite rejette une quantité astronomique de sel dans la mer Rouge. Et la mer Rouge aujourd'hui est en train de subir un dérèglement majeur en termes de coraux. Et nous savons, tous les experts savent et s'accordent pour dire que la faune marine représente pour nous notre salut en termes de changement et de dérèglement climatique. Donc définir l'eau, c'est-à-dire qu'il y a l'eau dessalée, il faut qu'on utilise l'eau dessalée mais de manière plus ciblée et mieux orientée à l'échelle du royaume et du territoire au complet. Il faut qu'on parle aussi de cette eau grise qui est déjà récoltée et qui pourrait être utilisée. Vous avez des pays aussi développés que les États-Unis. En Californie, c'est déjà une pratique qui est faite. Le coût au mètre cube d'eau est relativement proche de celui du dessalement. Donc, on ne peut même pas dire que c'est une question de coût d'infrastructure. Les infrastructures, nous sommes en train de les faire au Maroc, elles sont en train d'être construites, mais il s'agit d'avoir déjà cette infrastructure de distribution de cette eau. Et ça m'amène à l'autre élément qui est aussi fondamental. Le ministre de l'eau et de l'équipement a mentionné que nous avons au Maroc une perte de 40 à 60% d'eau potable uniquement à cause de la vétusté de nos infrastructures. Il faut comprendre que nous ne sommes pas les seuls. Par exemple, la France, pas plus tard qu'il y a à peu près 1 mois ou 2, ont commencé déjà à colmater toutes ces pertes d'eau. Ils perdent en moyenne une vingtaine de %. Et il y a de la technologie pour pouvoir cibler les fuites et donc les colmater et les réparer. Donc, lorsqu'on parle de gouvernance, on établit ces différentes typologies d'eau et on établit une stratégie face à ces typologies d'eau. Les eaux grises peuvent être toutes récupérées, peuvent être toutes complètement filtrées et peuvent être réinjectées dans le réseau, pas pour de l'utilisation d'eau potable, on ne parle pas d'eau buvable, mais on parle d'une eau qui peut servir à l'arrosage, à l'irrigation, au nettoyage. Et donc, il faut transporter cette eau et revoir ces infrastructures. Le ministre lui-même disait qu'on a 40 à 60%. Imaginons si on arrivait à récupérer ne serait-ce que 20%. Nous sortirons du stress hydrique pour au moins 20%. Donc, quand on parle de gouvernance, on parle vraiment d'action concertée à l'échelle nationale et de pouvoir faire en sorte que la bonne goutte d'eau arrive pour le bon usage. Et c'est là où on voit que notre stratégie
possède des lacunes. Il faut, en urgence, comme a dit Mme Hurriyet Tazi, en effet, il faut peut-être envisager une entité à part. Peut-être, on peut parler d'une SDN, une Société de développement national. Il y a eu la création des SDL et qui ont réussi à corriger en termes de planification territoriale de grandes lacunes. À l'époque, il y a eu les SDR, donc les Sociétés de développement régionales. Pourquoi ne pas parler d'une Société de développement national? Voire même, peut-être même plus, peut-être un ministère qui fait uniquement la question, qui gère uniquement la question de l'eau. Vous avez des pays comme Israël, c'est la première chose qu'ils ont fait. Ils ont créé un ministère uniquement dédié à l'eau. L'Espagne. Donc, ce sont des solutions qui sont globales à l'échelle nationale et ça reste les seules alternatives que nous avons aujourd'hui de façon pertinente pour pallier à notre problème hydrique. Ce n'est pas en espérant plus de pluie et en espérant remplir nos barrages que nous arriverons à régler et à sortir du stress hydrique. Il s'agit d'une solution globale et nationale qu'il faut mettre en place. Et surtout harmoniser les politiques en silo. Professeur Sinan, revenons peut-être, et pour terminer, sur cette question certes de gouvernance, sur ces mesures qui ont été annoncées par le ministère de tutelle, donc de l'équipement et de l'eau. On parle de construire des stations d'épuration des eaux usées, on parle aussi bien sûr des stations de dessalement, mais il faut rappeler quand même que les stations de dessalement, donc à terme, devraient produire quelque chose comme 1,3 milliard mètres cubes par an. Que représente cette quantité, juste pour nous rapprocher par exemple en termes de volume, de ce dont nous avons besoin, notamment en agriculture, parce que bien sûr cette eau-là sera principalement destinée, détrompez-moi ou corrigez-moi si je me trompe, à l'agriculture. Oui, ce volume ne représente rien par rapport au volume des ressources non naturelles qui arrivent dans notre pays, qui sont de 22 milliards. Donc, on ne peut pas comparer 1 milliard, 22 milliards. Mais personne n'a jamais dit que le dessalement va remplacer les ressources en eau dites conventionnelles. Ce qui se dit, c'est la réalité, le développement des ressources en eau non conventionnelles vient accompagner le développement des ressources en eau classiques conventionnelles. C'est-à-dire, quand il y a de la pluie, personne ne va refuser la pluie, tout le monde va être content. Mais quand il y a une période de sécheresse prolongée, il faut bien une solution. La solution ne peut venir que de ressources non conventionnelles. Et le Maroc a raison de penser au développement de ces ressources non conventionnelles, dessalement, déminéralisation, la réutilisation des eaux usées, la collecte des eaux pluviales, etc. Aussi le stockage de l'eau dans les nappes. Ça, c'est important. Ça, je l'ai toujours dit, parce que toujours dans le même ordre d'idée. Donc, les eaux qui sont stockées dans les barrages, c'est bien, on les utilise, mais en même temps, ils s'évaporent. C'est pas ça, de toute façon, on est dans un pays aride, semi-aride, donc il y a une grosse quantité. Vous parlez de ça, il y a ces bassins qui pullulent un peu partout aussi, c'est une autre aberration, où l'eau est pompée par l'énergie solaire, tant mieux, c'est très durable. Mais en même temps, c'est une eau qui reste exposée aux rayons du soleil et qui s'évapore automatiquement. Elle ne coûte rien à l'exploitant agricole, notamment parce que c'est principalement vers des exploitations agricoles, d'autant plus que, comme vient de le préciser Akram Haraki, ce sont des projets qui sont subventionnés. Donc là, c'est encore une grosse perte qui n'est même pas citée dans les pertes qui ont été évoquées par la tutelle, d'eau souterraine, encore une fois. Et là, on se pose bien des questions sur cette gouvernance, justement, ce qui concerne ces eaux-là. Donc, malheureusement, on n'a pas le temps de détailler ou de parler des principales choses, ou toutes les choses qu'on doit... Et par exemple, là, tout à l'heure, donc, on est passé très vite sur la question des données et notamment des prélèvements qu'on ne peut pas contrôler point par point, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres alternatives qui ne sont pas utilisées. Et depuis très longtemps, c'est l'utilisation des images satellitaires.
À travers les images satellitaires, on arrive à évaluer les prélèvements. Comment? C'est très simple. C'est que les images satellitaires, ils nous donnent les superficies agricoles réelles qui existent. Et donc, à travers ces superficies, on regarde ce qu'il y a dedans comme culture, on connaît les besoins de chaque culture, et donc on connaît donc ces besoins en eau chaque année. Et donc, ces besoins sont satisfaits à partir de quoi? S'il y a de la pluie, donc on la prend en considération. S'il n'y a pas la pluie, c'est-à-dire ces terrains agricoles sont irrigués à partir des eaux souterraines. Et donc, c'est comme ça qu'on a donc indirectement donc, à l'évaluation, à l'estimation des prélèvements, et qu'on met dans les bilans, le bilan des ressources en eau, et après qu'on contrôle sur le terrain. Vous avez parlé oui, tout à l'heure aussi, on a parlé, parce qu'on commence des idées, mais on ne termine pas. On a parlé du taux de remplissage du barrage qui est faux. Moi, je ne dis pas que c'est faux. Moi, je dis qu'il est réel. Et le taux de remplissage par barrage est donné quotidiennement. Ce n'est pas au niveau national. Je peux vous donner donc aujourd'hui, dans le bassin de Omrbe, il y a 11% du taux de remplissage du barrage de Omrbe. Aujourd'hui, on est le 24 avril. Vous pouvez vérifier sur le site, dans le bassin de Tensif 62, dans le 57, pour le commun des mortels, on ne connaît que la moyenne nationale, en effet. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller chercher pour avoir une idée. C'est pour cela que... Attendez, Akram Haraki, oui. Oui, si je peux me permettre, 11%, il faut prendre aussi en considération la partie non utilisable de cette eau. 11%, c'est rien. Il faut savoir aussi que la source d'Omrbe, au jour d'aujourd'hui, elle représente un tiers de l'eau qui est approvisionnée, qui est utilisée par les populations. Donc un tiers de notre population utilise cette source d'Omrbe. C'est une bonne partie, Casa, Rabat, vous allez jusqu'à Marrakech. Toute cette zone est distribuée par... Mais il y a une donnée aussi, si je peux me permettre... Rapidement, comme ça on le laisse finir. Parce que... Une donnée importante qui me semble est absente. C'est quelle est la proportion du territoire qui est agricole et qui utilise l'eau de ces barrages. Ça, c'est une donnée qui serait cruciale pour savoir comment est-ce qu'on répartit justement cette eau à l'échelle du territoire. C'est une question de répartition. Oui, professeur Sinan, je vous laisse peut-être finir et rebondir sur ce qui vient d'être développé. Oui, encore une fois, donc, je précise des choses pour ne pas dire, je corrige. La ville de Casablanca, elle est alimentée en très grande partie, peut-être 90%, par les eaux du barrage Moulay Mohamed Ma'abdullah de Rabat, et non pas par par le bassin de Omrbe. Le bassin de Omrbe alimente à peine des quartiers du sud de Casa, et maintenant, au jour d'aujourd'hui, on parle, il n'alimente plus parce qu'il est quasiment vide. Et donc, une interaction, une connexion, une nouvelle connexion, une conduite a été faite avec la conduite qui amène l'eau classique de Rabat pour alimenter. Rapidement, pour clore, professeur Sinan, si vous le permettez. Donc, pour conclure, la question de gouvernance, si on peut reprocher quelque chose à travers l'histoire dans la politique ou la gouvernance du secteur de l'eau au Maroc, je dis bien à travers l'histoire, c'est que, donc, disons, c'est un travail en silo. Chaque ministère, disons, il travaille plus ou moins seul, indépendamment des autres, et ça cause disons, des contraintes, des difficultés par rapport aux autres secteurs. Et je donne un exemple précis, et maintenant, on est en train de corriger les choses. C'est pour cela que je dis ça. C'est que l'envasement des barrages, 75 millions de mètres cubes par an qu'on perd en termes de capacité, c'est parce que les bassins versants ne sont pas aménagés avant la réalisation du barrage. Mais maintenant, on l'a compris, on commence donc un peu à coordonner davantage. Alors, s'il y a une recommandation donc, à donner par rapport à la gouvernance, c'est de recommander donc, le travail qu'on appelle selon le processus Nexus, qui est de plus en plus dans le monde, c'est-à-dire que les départements concernés doivent travailler en totale coordination pour prendre des décisions sur chaque projet. Merci, professeur Sinan. Peut-être une dernière recommandation, Hurriyet Aziz Sadr. Absolument. Moi, je pense que les données, bon, on en a assez parlé, mais qu'est-ce qu'on en fait et qui a accès aux données de l'autre? Et donc là, moi, mon rêve pour le secteur de l'eau, c'est qu'on ait donc ce mécanisme qui serait placé en sorte d'arbitre, puisque la question du régulateur de l'eau n'a pas été acceptée, mais en même temps, peut-être lui mettre à côté un observatoire
qui collecte les données globalisées et qui puisse laisser l'accès au secteur ensemble, parce que quand même, je vais dire quelque chose de basique, quelque chose d'évident, c'est que comment faire un programme ou un projet sans données exactes et données complètes. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, à Merci. mon avis, la question de aujourd'hui, je pense qu'on a compris les problématiques. Il y a des consensus qui se sont faits. Il y a une maturité par rapport à la question de l'eau, aussi bien au niveau des décideurs que des citoyens. Et donc, c'est pour cela que je pense que la priorité aujourd'hui, c'est d'avoir une vision concertée, mais les efforts qui ont été faits pour faire améliorer la gouvernance doivent être complétés par un véritable mécanisme de coordination qui soit indépendant et apolitique au niveau national et qui puisse avoir Merci. l'appui nécessaire pour s'imposer aux autres secteurs. Merci beaucoup, Maître Tazi Sadr. Un dernier mot, Akram Haraki. Je rejoins Mme Houriat Tazi Sadr sur sa conclusion. En fait, moi aussi, si je peux rêver d'un Maroc, ce serait un Maroc, comme j'ai dit, bleu. Et ce serait un Maroc qui serait complètement affranchi de cette situation de crise. Mais pour l'avoir étudié dans tous les sens, la seule issue que nous ayons, c'est vraiment une vision globale, unifiée, avec une nouvelle gouvernance et une nouvelle manière de gérer cette situation de crise. C'est probablement notre seule issue aujourd'hui. Effectivement, donc une synchronisation et une symbiose des efforts. Merci beaucoup, Akram Haraki. Je rappelle que vous êtes donc expert international en planification et également l'auteur de cette étude La Vision Maroc Bleu. Mes remerciements vont également à mes deux autres invités. Professeur Mohamed Sinan, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes un expert en ressources en eau et en changement climatique. Et mes remerciements à Mme Houriat Tazi Sadr, présidente de la coalition marocaine pour l'eau. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission. Très bonne soirée.